Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Les Jeux Olympiques sont une formidable opportunité pour les aiguilleurs du ciel ou les cheminots toujours prêts à dégainer une grève pour obtenir quelques privilèges que les salariés du privé n'ont pas. Demain, la plupart des avions resteront cloués au sol. Depuis 2005, on compte 249 jours de grève du contrôle aérien en France contre une dizaine dans les autres pays européens. Les grévistes réclament 25% d'augmentation en 3 ans et 18 jours de récupération supplémentaire par an. Ils sont 4000 dans notre pays, 4000 qui bloqueront le trafic. Appelons ça un pouvoir de nuisance. Et cette grève arrive au lendemain de l'accord de la honte, signé par la SNCF avec l'aval du gouvernement. La réforme des retraites ne visera pas les salariés du chemin de fer qui auront un régime spécial. Ils pourront, écoutez bien, bénéficier d'une cessation anticipée d'activité 30 mois avant leur retraite, tout en étant payés. C'est un concept génial. Ils seront en retraite avant la retraite. Ça, voyez-vous, je pense que ça ne peut exister qu'en France. Vous n'êtes pas en retraite, vous êtes en cessation d'activité. Là, je dis bravo. Profitez-en, les gars. Le guichet est ouvert, les jeux arrivent. C'est le moment. Demain, on rase gratis. Charlotte Dornelas, bonjour. Dominique Jamais, Vincent Hervouette, Éric Nolot, Gauthier Lebret sont avec nous et Fabrice Légéry, vous êtes numéro 3 sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Vous êtes venu ce matin parce que 2 ONG portent plainte contre vous. Je rappelle que vous êtes directeur de Frontex de 2015 à 2022 et la Ligue des droits de l'homme et l'association d'aide aux migrants Utopia 56 ont donc porté plainte hier pour complicité de crimes contre l'humanité et de torture contre vous. Alors, c'est un peu complexe sans doute. Je vous propose de voir le sujet de Chloé Tarka et vous allez nous dire ce qu'il en est. Frontex, c'est l'agence européenne. Fabrice Légéry dans le viseur de la Ligue des droits de l'homme et Utopia 56. Les deux associations ont déposé hier une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture contre le numéro 3 de la liste Rassemblement national aux européennes, ex-patron de Frontex. Cette nuit, au moins 5 personnes sont mortes en essayant de rejoindre le Royaume-Uni, dont une petite fille de 4 ans. Alors que nous alertons quotidiennement depuis des années, rien de tout cela n'aurait dû arriver. Par cette plainte, nous souhaitons mettre fin à l'impunité des donneurs d'ordre et exiger la fin des violences qui gangrènent la gestion des frontières européennes. Nous ne lâcherons rien. Face à ces accusations, le Rassemblement national, actuellement en tête des sondages pour les européennes, a rapidement exprimé son soutien à son candidat. Fabrice Légéry est la victime d'ONG d'extrême gauche pro-migrants, complice du trafic d'êtres humains et que les Français ne supportent plus. Son seul crime, c'est de refuser la submersion migratoire du continent européen. Mon soutien total à Fabrice Légéry. Les Français l'ont bien compris. Les associations d'extrême gauche, partisans de la submersion migratoire et complices des passeurs, veulent réduire au silence ceux qui défendent le principe du contrôle des frontières. Soutien à Fabrice Légéry, cible de ce harcèlement judiciaire. L'ancien directeur de Frontex avait démissionné en 2022 à la suite d'un rapport de l'Office européen de lutte antifraude pointant la dissimulation de refoulements illégaux. Quelle est votre réaction ? Bonjour, écoutez, je suis toujours victime des ONG immigrationnistes qui me reprochent une chose depuis plusieurs années, celle de faire mon travail. C'est-à-dire que comme directeur de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, j'ai pris au sérieux le mandat qui est celui de protéger les frontières de l'Union européenne contre notamment la submersion migratoire ou en tout cas les trafics d'êtres humains qui envoient des centaines de milliers de personnes sur notre territoire et qui envoie également chaque année des dizaines de milliers de personnes à la mort. Donc s'il y a aujourd'hui des migrants qui malheureusement meurent en mer Méditerranée, mais également dans le Sahara, et ça se voit un petit peu moins, eh bien c'est parce que des groupes criminels, parce que des passeurs sont en fait en train de se faire beaucoup d'argent sur la misère humaine. Et il y a des ONG en France, en Europe, qui sont de fait en train de faire le jeu de ces organisations qui envoient les migrants à la mort. ONG qui sont subventionnés parfois par l'État. Alors les ONG, hélas, il faut que les Français le sachent, les ONG sont souvent subventionnées soit directement par l'État, soit par des collectivités locales. On me citait... C'est le cas par exemple de la mairie de Paris, vous voilà, avez parlé de SOS Méditerranée. Par exemple, je crois qu'il y a
100 000 ou 200 000 euros chaque année à la mairie de Paris, à la mairie de Nantes aussi. Voilà, il y a également une délibération cette semaine, je crois, au Conseil régional d'Occitanie ou au Conseil départemental du Gard. Voilà, donc il faut savoir que, en réalité, ces ONG font le jeu de ces passeurs. Alors, c'est derrière cela aussi une responsabilité politique que je souhaite pointer. Tout d'abord, celle de la faiblesse de la Commission européenne, avec des ambiguïtés. Je pense notamment depuis la Commission von der Leyen et la commissaire européenne Johansson, qui m'avait dit vous n'avez pas besoin d'armes et d'uniformes pour le corps européen parce que votre travail de garde-frontière, c'est d'accueillir les migrants. Donc la commissaire Johansson, pour le moins, se fait la porte-parole des ONG. Donc ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à muscler le contrôle des frontières. Donc ça, c'est la faiblesse de la Commission européenne qui nous montre que de toute manière, l'Union européenne n'est pas la solution, même si on va encore entendre cette semaine de grands discours. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces ONG en France? Est-ce qu'il faudrait leur couper les vivres? Il faudrait politiquement leur couper les vivres. Il faudrait qu'on puisse porter plainte. Que les autorités puissent les poursuivre aussi sur le plan pénal. Mais je souhaiterais aussi pointer la responsabilité de la Macronie, la responsabilité politique, parce que je dirais, ces attaques contre moi, mais de manière plus générale contre les gardes-frontières, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, ces attaques sont issues de l'extrême gauche et de leurs ONG. Ce qui est le cas, par exemple, pour Utopia 56, la Ligue des droits de l'homme, c'est deux ONG de l'extrême gauche pour vous? Il y a aussi des partis politiques qui sont d'extrême gauche. Je dirais qu'il y a une espèce de collusion. Non, mais là, ce sont les deux ONG qui portent plainte. Entre des ONG et des partis politiques. Mais la Macronie, soit par incompétence, n'a pas compris ce jeu depuis plusieurs années, parce que moi j'alerte depuis en gros 2017, les ONG en Méditerranée et ailleurs m'ont ciblé depuis 2017 parce que j'ai fait mon travail. Vous faites votre job. Parce que je fais mon job. Bien sûr. Écoutez, c'était intéressant d'écouter effectivement votre, si j'ose dire, votre version, en tout cas votre défense. Je voudrais qu'on écoute Sébastien Chenu, il était ce matin, il est du Rassemblement National, je crois qu'il était sur France Info. Ce sont deux associations extrêmement politisées, extrêmement hostiles au Rassemblement national. Je regardais, la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Mme Vergia, était encore députée européen communiste il y a quelques années. Donc si vous voulez, ce ne sont pas des gens neutres, ce sont aussi des gens qui mènent des combats hostiles au Rassemblement national et des combats pro-migrants. Donc sur le fond, on n'est pas face à des adversaires ou face à des associations apolitiques, on est face à des adversaires politiques. Sur cet aspect-là des choses, qu'est-ce qu'on reproche à Fabrice Leggeri? D'avoir fait son boulot. Non, mais c'est ça que je trouve absolument insupportable. Il a raison, Monsieur Chenu. Ces gens-là font un combat politique. Alors, c'est leur droit. Mais les mairies, notamment, où l'État n'a pas à subventionner précisément ces ONG. Ben non. Non, mais vous dites c'est leur droit. Moi, je conteste même. Ils ont le droit de mener un combat politique. Mais non, pas pour les résultats qu'ils veulent obtenir. Organiser un appel d'air. En direction de personnes qui soit vont être victimes de crimes contre l'humanité, parce que c'est vrai qu'ils les envoient à la mort. Oui. Ça peut être moins dramatique que ça, mais tout aussi déplorable. C'est des gens qu'on va retrouver sous le métro aérien à Paris, dans des comptes fortunes en bordure de périphérique, des gens qui ont pour objectif politique d'obtenir, je regrette, mais au bout du bout, ça revient à la mort de certaines personnes ou de les laisser dans des situations désespérées. Ça doit être combattu sur le principe et pas seulement sur la subvention. J'entends bien. Je suis plus radical que vous. J'entends bien, mais quand, et on avait parlé d'SOS Méditerranée, les subventions de la mairie de Paris, les subventions de la mairie de Nantes, les subventions je crois, de la mairie de Rennes également pour SOS Méditerranée, les Rennais, les Nantais, les Parisiens n'ont pas voté pour ça. Là où Éric Nolot a raison, c'est que parfois ces ONG se servent des migrants pour faire des mises en scène avec des tentes devant la Comédie Française, devant la mairie de Paris, etc. Et faire des coups médiatiques et politiques. Et ils se servent de ces migrants et de la misère humaine. Merci en tout cas, Monsieur Leggeri. Vous êtes numéro 3, je le rappelle, sur la liste du Rassemblement National. Vous avez rejoint le Rassemblement National il y a quelques semaines. Oui, c'était en février. C'est votre premier engagement politique? C'est mon premier engagement politique et en fait, c'est la conclusion professionnelle qui m'a conduit à penser qu'on ne peut plus agir si on ne fait pas de politique. Et moi, je pense qu'en tout cas, il y a eu une grande complaisance de la Commission européenne qui organise de facto cette submersion migratoire. Je pense que le seul rempart, c'est le Rassemblement national contre ce véritable terrorisme intellectuel. Parce qu'au sein de Frontex, ils ont infiltré des représentants d'ONG et les agents normaux, je dirais, qui ont envie de faire leur travail,
craignent pour leur poste. Et en fait, moi, je n'ai pas cédé face aux intimidations. Et malheureusement, la Macronie n'a pas voulu comprendre, n'a pas voulu agir. C'est toujours le pas de vague. Et en réalité... Quel était votre interlocuteur dans ce que vous appelez la Macronie? Mon dernier interlocuteur, c'était Clément Beaune, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères et qui, en gros... avait un petit peu souri en disant oui, bah voilà. Tu s'en fiches, quoi. Voilà. Et puis, enfin, le message général que des hauts fonctionnaires avaient été chargés de me donner, c'était de dire en haut lieu, à Paris, on ne veut pas se fâcher avec Madame von der Leyen ni avec Madame Johansson. Non, mais c'est très intéressant d'écouter effectivement les témoignages et comment vous travaillez, parce que je pense que ce que vous dites est sans doute la réalité. C'est-à-dire que bon, on laisse faire, mais en fait, tous ces gens ne servent à rien. C'est ça la réalité. Donc c'est un vrai problème d'ailleurs, et vous l'exprimez assez clairement, c'est-à-dire tout ça ne sert à rien, tout ça est du cirque. Donc c'est des mots, des paroles, et puis il y aura eu 5 millions à la fin du quinquennat Macron, des 10 ans Macron, vous aurez 5 millions d'immigrés qui seront entrés sur le sol de France. Vous voyez bien qu'ils servent à quelque chose. 5 millions. Il y a un bilan. Donc le bilan, et là aujourd'hui on est le 24 avril, ça fait 2 ans qu'Emmanuel Macron a été réélu. Tous les jours je dis la même chose, j'adorerais dire du bien d'Emmanuel Macron. Le bilan est effrayant, dans tous les domaines, il est effrayant. C'est-à-dire que vous avez 5 millions de gens qui sont entrés, vous avez 1000 milliards de dettes, vous avez une insécurité qui est plus grande. De quel côté qu'on se retourne, le bilan est sinon effrayant, du moins navrant. Donc évidemment ça interroge. Merci en tout cas. Grande Sainte, et on en parle, Grande Sainte, les obsèques de Philippe Kopman, jeune homme de 22 ans tué la semaine dernière à Grande Sainte, auront lieu ce mercredi à 14h30. Des centaines de personnes sont attendues pour ce meurtre tragique survenu le 16 avril dernier. Alors, je vous propose, et c'est Fabrice Elsner qui était à Grande Sainte, et Fabrice Elsner est un des journalistes reporters d'Images qui travaille avec Maxime Leguet en l'occurrence, et vous allez entendre le son de la mère d'un des prévenus. Je ne sais pas si c'est lui d'ailleurs qui a porté les coups ou pas, on ne le sait pas. Et cette mère, elle est un peu désemparée. Sa voix d'ailleurs a été déformée. Et j'ai eu Fabrice Elsner ce matin et c'était à la demande de cette mère. Elle a dit, moi je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voix parce qu'elle a peur des représailles. Mais elle montre, il a 14 ans ou 15 ans, hein, c'est une mère d'un des 2 enfants. 14 ans ou 15 ans, elle est désespérée cette mère et écoutez-la. Je ne suis pas du tout responsable parce que quand il était à la maison en fait. Ça veut dire en gros, soit il a attendu que je dormais pour partir, et je lui ai fait confiance, je lui ai dit, toi c'est bizarre que t'es rentré si tard. Il me dit, non maman je te jure, il me dit, la preuve je suis là. Mais bon, si vraiment mon fils est dedans, que je pensais qu'il n'était pas de base, mais vu la police qui le prenne, il faut pas non plus se voiler la face que effectivement il doit être dedans. Et je me demande si j'ai loupé quelque chose sur son éducation quoi. Parce que de base ils sont tous éduqués à la même valeur. Je comprends pas ce qu'il a dit le Premier ministre là, pour le couvre-feu. Eh ben, je trouve ça normal. Ok, peut-être mon enfant s'est retrouvé dehors à cette heure-là, mais on n'est pas derrière eux tout le temps. Vous voyez, nous, on leur dit de pas sortir, qu'il est interdit de sortir, que de base, la nuit, c'est fait pour dormir. C'est fait pour rester à la maison, c'est pas fait pour traîner dehors. Faire quoi dehors, la nuit? Bah, c'est pas nous qu'il faut convaincre. Hein. C'est pas nous qu'il faut convaincre qu'en effet, c'est pas une heure pour être dehors à 14 ans, ça c'est sûr. Je sais simplement, là en l'occurrence, je ne sais pas la mère de qui c'est, et je sais pas quelle est la distribution des rôles, mais du côté policier, on explique aussi que les mises en cause, il y en a 2 qui sont mises en examen aujourd'hui, un 3e qui a été placé en garde à vue et qui potentiellement va être mis en examen à la suite des autres. Ils le sont pour assassinat. Les policiers les connaissaient. Il y avait des condamnations préalables. Hein. Ils attendaient leur audition pour obtenir leur peine. Vous savez, comme ils sont mineurs, c'est séparé entre la reconnaissance de culpabilité et le prononcé de la peine. Donc ils étaient entre les deux, en mesure éducative, suivis pour ça. Et par ailleurs, il y a un environnement délinquant chez ces jeunes-là. Il y a un des pères qui avait été en prison pour violence conjugale notamment, une mère qui était impliquée dans le trafic de drogue. Et certains policiers m'ont dit, malheureusement pour ces jeunes-là, c'est une sorte de relève en fait. Donc je suis obligée de dire les deux aussi. Par rapport à ce témoignage, je ne sais pas la mère de qui elle est et je ne peux pas mesurer sa sincérité, c'est une évidence. Mais ce qu'on a appris, et je pense que c'est important de le dire aussi,
dans cette affaire, c'est que Philippe Koopman, vous savez, depuis le début, on a la version des mises en cause forcément seule, puisque la victime n'a pas pu expliquer, évidemment. Et les mises en cause expliquaient qu'ils avaient eu ce rendez-vous par le biais de l'application Coco. La famille a toujours démenti en disant pas du tout, il sortait de chez un ami. Et les policiers ont appris depuis qu'un autre homme s'était présenté à la police en disant que lui avait eu rendez-vous via Coco, qu'il s'était douté qu'il y avait un guet-apens et qu'il n'y avait pas été. Donc probablement qu'en plus la famille a raison depuis le début de contester la version des mises en cause. Bon, déjà, c'était abominable tout court qu'il y ait prise de rendez-vous ou pas. Et là, vous atteignez l'horreur absolue. Donc, mais vous voyez, on écoute le tableau fait par Charlotte et on se dit la réaction qui devrait immédiatement survenir, c'est un branle-bas de combat. Or non, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Oui, ça, ce drame se reproduira tout simplement parce qu'on n'attaque pas les racines du mal. Là, cette dame qui intervient parle du couvre-feu. Voilà la réaction. Écoutez, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus radical et il faut utiliser le mot, quelque chose de beaucoup plus brutal. Tant qu'on reste aux cosmétiques pour essayer de remédier à des situations aussi dramatiques, eh bien, ça ne marchera pas, évidemment. Alors, le couvre-feu, effectivement, vous parlez de... Ouais. Quelque chose de cosmétique. Écoutez ce que disait Robert Ménard hier sur cette antenne. C'est une mesure de fermeté qu'a pris le maire de Béziers pour lutter contre la délinquance. Un couvre-feu mis en place hier soir et ce jusqu'au 30 septembre prochain. Plusieurs quartiers prioritaires sont concernés, le centre-ville, le quartier La Devèze ou encore l'Iranguet. Un couvre-feu qui interdit à tout mineur âgé de moins de 13 ans et non accompagné par un adulte de se trouver dehors entre 23h et 6h du matin. En 2014, Robert Ménard avait déjà pris une telle mesure qu'il avait dû retirer à la suite d'une décision du Conseil d'État, au motif que la ville de Béziers n'avait pas apporté d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans. Il y a 10 ans, on avait été poursuivis, vous vous en souvenez peut-être, par la Ligue des droits de l'homme, comme si elle avait rien d'autre à foutre, la Ligue des droits de l'homme, que de s'occuper de ça. Je lui en donnerai d'autres sujets. Et ensuite, ça avait été du coup cassé par le Conseil d'État. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus exactement dans la même position. D'abord, les mentalités ont évolué. Regardez, au même moment où je fais ça, le ministre de l'Intérieur fait au fond la même chose. En Guadeloupe, c'est difficile de me dire, en Guadeloupe, le ministre a raison de le faire et vous n'avez pas raison de le faire. Aujourd'hui, Robert Ménard appuie sur la nécessité de cette mesure pour assurer la sécurité de sa ville, fortement touchée par la délinquance. Béatrice Brugère était ce matin sur RTL. Je vous propose de l'écouter parce qu'elle a peut-être une solution, non pas tant sur le couvre-feu, sur ce que nous venons d'entendre à l'instant, mais sur ce qu'il faudrait faire pour ces jeunes gens de 14 ou 15 ans lorsqu'ils sont pris en défaut. On n'a pas pris en compte cette criminalité extrêmement violente sur laquelle, et Gabriel Attal a raison, il faut ouvrir le débat sur des comparaisons immédiates sur des faits très graves pour les sanctionner très vite. On a réduit les possibilités de détention, je pense que c'est une erreur. Ça veut dire qu'il faut envoyer des mineurs en prison ? Il faut, quand c'est nécessaire, envoyer des mineurs, mais il faut aussi... À partir de quel âge, Béatrice Brugère ? Alors, en fait, vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que la criminalité, elle est de plus en plus jeune. Donc aujourd'hui, avant 16 ans, c'est très très difficile de mettre un mineur en détention et c'est normal. Alors ce sont des détentions spéciales. Aménagées dans des centres Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'un mineur sur deux fait l'objet déjà d'une assistance éducative. Donc si vous n'avez pas une vision macro, en fait, aussi de toute l'assistance éducative des mineurs, qui est aussi en grande difficulté parce qu'on manque de moyens, que les délais de prise en charge de la protection judiciaire et des départements sont extrêmement lents parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez d'éducateurs. Il faut absolument faire un plan massif de réinvestissement sur la justice des mineurs, tant en assistance éducative qu'au pénal, avec des nouveaux outils pour aller plus vite, pour être plus sévère, mais également, il faut voir que du côté de l'éducation nationale, nous avons une énorme problématique parce que les mineurs qui sont délinquants, c'est surtout des mineurs qui sont déscolarisés ou qui traînent la nuit. Il y a tellement de chantiers à ouvrir de tous les côtés qu'on peut s'interroger. Il reste 3 ans avec Emmanuel Macron. 3 ans. À peu près 1091 jours. À peu près 1091 jours. Je vous assure, je ne sais pas dans quel état la France va terminer. Ouais. Mais là, c'est un chantier global sur la justice. Oui, mais il faut ouvrir tous les chantiers. Mais là, on voit les 3... Et j'ai dit tout à l'heure 1000 milliards, mais c'est 1000 milliards supplémentaires, bien sûr. Chacun aura compris. Oui, c'est 1000 milliards dus à Emmanuel Macron. Voilà, 1000 milliards de dettes supplémentaires. Mais là, on a entendu les 3 acteurs principaux du problème des mineurs se renvoyer la balle. La mer est dépassée, la justice est dépassée, l'éducation est dépassée.
comment ça se fait qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres pour adopter, comme elle dit, un plan massif d'éducation des mineurs. Bon, je vois pas ce qu'on va dire de toute façon de nouveau qu'on n'ait pas dit. Par rapport à la question, je pense qu'il y a un problème de conception même de la justice et de l'éducation. Oui, elle insiste beaucoup sur la mesure éducative. Oui. Si vous ne partez pas du principe que pour ces jeunes en particulier, la répression est nécessaire pour toute éducation qui suivra et qui est nécessaire aussi, bah, vous pouvez faire toutes les mesures éducatives que vous voulez. Si tout n'est qu'excuse... Mais c'est vrai que quand je dis que c'est le grand n'importe quoi, il y a une réforme des retraites. En centre éducatif fermé, parce que là, il y a la question, est-ce que certains mineurs doivent aller en prison? Oui, il y a des centres, c'est évidemment extrêmement... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils vont adorer, vous savez, ne rien faire toute la journée entre soi. Non. Mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la prison. Si, en fait, pour les mineurs, et un centre éducatif fermé. Évidemment que j'imagine ce que c'est que d'être enfermé. Pardonnez-moi de ne pas y avoir été, ça c'est sûr que mon expérience s'arrête là. Tout à fait, Charlotte. La question, c'est que ça peut ne pas être... Ça peut être la fausse bonne idée. C'est même, à mon sens, une très mauvaise idée. On ne peut pas leur faire des cours de théâtre à tous. On ne peut pas proposer aux adolescents de 14-15 ans d'être à l'école dans un cadre où on les éduquerait sans trop de coercition. Mais le centre éducatif fermé, c'est pas forcément ce qu'on imagine. C'est pas forcément... Aujourd'hui, oui. Mais ça ne veut pas dire aujourd'hui que ces gamins-là ne méritent pas d'être loin de leur quartier, loin parfois de leur famille et éduqués par d'autres. C'est tout simplement ça, en fait, dont ils ont besoin. L'état d'abaissement où est la société française, que l'on soit impuissant, horrifié et inactif par rapport à la délinquance des mineurs, c'est quand même énorme. On sort de sociétés où les adultes n'avaient pas peur des enfants. Juste une chose, là où c'est c'est que la tentation là aujourd'hui, c'est de se dire, puisqu'on n'arrive pas à concevoir l'éducation correctement de ces mineurs, on va les considérer comme des adultes. C'est une erreur aussi, ça c'est parfaitement vrai. On va marquer une pause et on reviendra évidemment sur cet accord de la honte qui est tellement symbolique. Évidemment que c'est symbolique. Les 4 syndicats représentatifs de la SNCF, avec l'accord du gouvernement, c'est-à-dire que la réforme de retraite... Comment ? On n'entend pas. Vous avez entendu le gouvernement sur cet accord ? Ils sont aux abonnés absents, ils se planquent. C'est c'est tellement... La ministre du Travail, le ministre de l'Économie. Mais c'est invraisemblable. Moi, je serais Emmanuel Macron, mais je dirais, mais comment est-ce possible, quoi ? Je fais une réforme de retraite, mais on me prend pour... Même lui, il doit se dire, mais ils prennent si c'est pas remonté jusqu'à lui, c'est vraiment invraisemblable. Non, il ne peut pas, je pense pas qu'il s'en fiche. Je pense pas qu'il s'en fiche. Ils ont inventé le concept de la cessation d'activité. Pascal, c'est forcément remonté jusqu'à lui. On n'est pas en retraite. On ne peut pas détricoter sa réforme qu'il a promise pendant sa campagne présidentielle sans l'en avertir. Eh bien, Jacques Vendroux lui posera la question ce soir. Parce que Jacques Vendroux le fait jouer au football. À la mi-temps. Donc, à la mi-temps. Et donc, il lui posera la question. J'ai demandé à Jacques... qu'il soit taclé sur le terrain. Il est taclé dans l'émission, déjà. Il peut pas être taclé tout le temps. Si vous voulez. Bon. Est-ce que monsieur Hill, Thomas de son prénom, est là? Bonjour Thomas Hill. Là, Pascal. Sur Europe 1. Europe 1, bien sûr. Merci Pascal. Je vous en prie. Et vous êtes à l'antenne jusqu'à 11h sur Europe 1.